Permettez-moi de vous présenter ce topo intitulé Névus, de la naissance à la sénescence. On va voir qu'est-ce que ce topo peut rapporter. Donc, tout d'abord, on n'a pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Nous avons fait une revue de la littérature sur 5 ans pour corriger les articles les plus pertinents. C'était 35 articles parmi 900, mais on s'est aidé aussi d'autres articles plus anciens qui ont toute leur valeur. On a exclu de ce topo les névus inguéaux et palmoplantaires ainsi que les névus au niveau de la localisation de la muqueuse. Donc, comme plan, nous avons choisi, après une introduction, pourquoi choisir ce thème. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant la névogénèse? Quelle classification choisir? L'approche dermoscopique des névus, comment le faire? Et l'évolution de l'histoire naturelle des névus à travers la dermoscopie. Comme vous le savez tous, les névus sont des tumeurs mélanocytaires qui sont bénignes. Il correspond à une prolifération de mélanocytes à proximité de la jonction dermo-épidermique. Comme vous le savez tous, on a ce qu'on appelle l'unité mélanocytaire et mélanokératinocytaire, c'est-à-dire après chaque 12 à 15 kératinocytes, on a la disposition d'un mélanocyte. Or, au cours des névus, on a un regroupement en amas ou en tech le long de la jonction dermo-épidermique, ce qui la différencie des mélanocytes normaux. Donc, pourquoi ce thème? Tout d'abord pour améliorer le dépistage des mélanomes, mais surtout limiter les exérèses inutiles de névus bénins. La fréquence est élevée de ces tumeurs bénins, donc avec un motif de consultation qui est fréquent, surtout chez les enfants et les adolescents. Là, on aura le maximum de névus qui vont apparaître avec l'anxiété parentale, les parents qui ramènent les enfants avec donc une crainte. On a le polymorphisme clinique dermoscopique, d'où l'intérêt d'une bonne corrélation clinique, dermoscopique et histologique. Et il y a beaucoup d'évolutions des données bibliographiques récentes qui méritent d'être connues. Nous savons tous que les névus présentent les principaux problèmes, c'est le diagnostic différentiel avec le mélanome. Et ceci est vrai parce qu'il varie en fonction de l'âge et la topographie. La même lésion clinique et le même patron dermoscopique peut être non inquiétant chez l'enfant alors qu'il l'est chez le sujet âgé. La même chose concernant la topographie. Comme vous le savez, les névus sont un marqueur de risque. Et on a beaucoup d'exérèses par excès, comme le témoigne cet article publié donc en 2015 sur 18 601 exérèses de lésions suspectes d'être malignes chez les enfants et les adolescents. On a trouvé 10 800 névus et 16 mélanomes et 7 785 autres diagnostics comme le xanthogranulome juvénile, botryomycome, angiome thrombosé et histiocytofibrome. Donc ce qui ressort de cet article comme message, c'est que le mélanome est rare quand même avant 18 ans. Et le doute diagnostique avec ces exérèses qui sont surestimés est lié au changement des névus qui est fréquent. Donc c'est comme l'image que vous avez montrée, professeur Menissi, c'est la belle, mais qui a un masque de bête. Donc c'est une tumeur qui est bénigne, mais qui a une caractéristique dermoscopique qui est suspecte. Et donc la bonne compréhension de ces modifications va permettre de réduire les exérèses abusives. Donc, est-ce qu'il y a du nouveau concernant la névogénèse? Donc, un petit rappel, on sait que les névus, généralement, si on met de côté les névus qui sont congénitaux, pour les névus communs acquis, on a une prolifération mélanocytaire bénigne, plus ou moins autolimitée, et puis on a les névus tout au long, donc on a une disposition tout au long de la jonction dermo-épidermique pour les névus qui sont récents. On parle donc de névus jonctionnel, ce qui se traduit cliniquement par un névus qui est lenticulaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance avec l'âge, on a l'acquisition de caractères de névus composés avec un contingent donc jonctionnel, une prolifération qui est lentigineuse et une composition verticale qui est dermique. Par la suite, on avance avec l'âge, on a la composition dermique pure.
Et ce qu'il témoigne, c'est qu'on peut voir des sujets âgés avec un névus dermique tubereux. Et là, on rentre aussi dans l'involution fibreuse et adipeuse. On a cliniquement la petite papule qui est hypopigmentée au niveau, par exemple, du visage, mais elle correspond en fait à une involution fibreuse et adipeuse que le patient garde. Là, lorsqu'on parle d'involution, je souligne que l'involution des névus est différente de la régression. Parce que la régression, là, c'est un terme qui engendre un phénomène inflammatoire immunologique comme l'eczématisation des névus, le phénomène de Meyerson, ou par exemple le névus de Sutton. Donc c'est un phénomène immunologique de régression qui n'est pas tout à fait physiologique comme l'involution, où on aura surtout la décoloration et l'éclaircissement des lésions pigmentaires. Donc, comme vous le savez, donc les névus, il s'agit d'une prolifération de cellules néviques aux dépens des mélanocytes et des mélanoblastes. La perte d'adhésion avec les kératinocytes va nous donner des TEC qui se manifestent thermoscopiquement par les globules. Et donc, ces TEC vont être disposés au niveau de l'épiderme, le derme ou les deux. Et on a la caractéristique du mélanocyte sur le plan histologique, c'est qu'il s'agit d'une cellule qui est ronde ou fusiforme avec une caractéristique, c'est la disposition en TEC, comme vous le voyez. Donc c'est ce qu'on voit au niveau du dermoscope sous forme généralement de globules. Et ce qui est très important, c'est ce gradient de maturation histologique en allant de l'épiderme au derme superficiel profond. On va avoir les mélanocytes sous forme épithélioïde, puis ils vont acquérir les caractéristiques lymphoïdes, puis neuroïdes. L'architecture doit être symétrique. On peut avoir des névus avec un contingent de cellules géantes, fusiformes, vallonisantes. On peut trouver aussi les signes d'involution physiologique, à savoir la fibrose et l'involution adipeuse. Donc c'était un rappel. Concernant les facteurs favorisant la multiplication des névus, il y a les données qui sont anciennes, c'est-à-dire les caractéristiques personnelles qui influencent la névogénèse, notamment la couleur des cheveux, des yeux qui sont des traits pigmentaires, le phototype et le nombre de névus qui va donc être accentué avec l'exposition aux ultraviolets. Et là s'ajoute bien sûr la radiothérapie externe, mais j'attire l'attention sur des publications récentes qui ont concerné l'épilation par laser et lampe sur des sites où on a les névus. Donc il y a des modifications cliniques vers des névus qui sont atypiques. La dermoscopie trouve des patrons qui sont donc suspects. Et même l'histologie, a trouvé que ces névus sont dysplasiques sur le plan anatomopathologique. Donc j'attire l'attention des laséristes de faire attention et de prendre soin d'épargner donc ces névus. La même chose pour la dépression immunitaire. Maintenant, avec la thérapie ciblée, on a des patients qui sont pour un mélanome ou autre, qui sont sous ipilimumab et vemurafenib. On a assisté à l'émergence donc de névus. La même chose pour la chimiothérapie, greffe d'organes, les infections et toutes sortes d'immunodépression. Donc, quelle classification choisir? Donc, les anatomes, on a une classification ancienne qui est histologique. On a la classification en fonction de la date d'apparition, c'est-à-dire qu'on va parler de névus congénitaux. Et là, on a deux entités. On a les névus congénitaux qui apparaissent précocement dès la naissance et les névus congénitaux qui apparaissent après la naissance mais dans un délai avant 6 mois. Le reste des névus qui apparaissent après 6 mois, là on parle de névus acquis communs avec leurs variantes évolutives. Donc cette classification elle est toujours de mise. L'autre classification histologique qui est ancienne mais qui est présente mais qui n'est pas pratique parce que théoriquement ce sont des lésions bénignes, on ne va pas faire l'exérèse pour voir la classification histologique mais on le devine par la clinique et la dermoscopie. On a donc le névus jonctionnel qui paraît cliniquement sous forme de névus lenticulaire, le névus dermique qui a comme caractéristique clinique soit un aspect tubereux ou molluciforme et un névus composé qui apparaît sous forme d'une lésion plane non infiltrée avec au centre une partie qui est saillante en dents.
On a aussi la classification clinico-histologique, c'est ce qu'on a vu tous dans nos cours, qui va distinguer les névus communs avec leurs formes classiques et les formes particulières, et les névus bleus et les lésions apparentées, comme les névus dotales, le névus de Berger et les taches mongoloïdes, et les névus spizoïdes, névus de Red, névus dysplasiques et les névus congénitaux. À partir de 2007, Agenziano et son équipe ont proposé une classification qui est pratique, dermoscopique, qui se base sur l'analyse des patrons architecturaux, notamment un patron réticulaire, globulaire, en starburst, un patron du bleu névus, un patron qui est relatif au site de névus, comme les névus palmoplantaires et inguéaux, les névus avec des caractères spéciaux et les névus qui sont inclassables ou non spécifiques. Dans les perspectives d'avenir, il y a une classification moléculaire. Donc, elle consiste à quoi? C'est les névus qui sont dermiques, congénitaux et les névus bleus. Apparemment, dans la littérature, ce qui revient, c'est qu'ils expriment le BRAF. Et donc, ils ont apparemment la même étiologie, c'est-à-dire étiologie congénitale par rapport aux autres des névus. Donc on arrive au chapitre d'approche dermoscopique des névus, donc j'en passe sur ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire la première étape, est-ce que c'est une lésion mélanocytaire ou non. Donc une fois on a ce qu'on a vu avec le professeur Mélissier aujourd'hui, c'est-à-dire le réseau réticulaire, les points, les globules, les stries, le patron homogène, là on va se dire qu'on est devant une lésion qui est mélanocytaire. Donc, est-ce que c'est un névus? Est-ce que c'est un mélanome? Et là, ce qui nous intéresse, c'est bien connaître les névus pour mieux étiqueter donc, le diagnostic différentiel avec le mélanome. Là, donc, on a déjà dit ça. Donc, le second niveau, c'est avoir le caractère bénin, suspect ou malin à l'aide de l'un des algorithmes. Pourquoi j'ai remis tous ces algorithmes? Parce qu'il y a des articles, même en 2016, qui utilisent l'un des algorithmes reconnus. Mais nous, ce qui est pratique, c'est l'usage de l'analyse des patrons architecturaux. C'est plus pratique, c'est plus facile pour tout le monde. Donc ce slide récapitule tout ce qui concerne le patron et l'analyse dermoscopique d'un névus. Si on reconnaît donc ces patrons dermoscopiques, en plus de la reconnaissance de la couleur, donc comme rappel, chaque fois qu'on a une couleur qui est noire, on est dans une localisation des mélanocytes au niveau de la couche cornée. Au niveau de l'épiderme, c'est soit brun foncé ou brun clair. Une fois c'est gris, c'est qu'on est au niveau du derme papillaire, et lorsque c'est un bleu ou un bleu acier, on est au niveau du derme réticulaire. Donc on va commencer à voir les différents patrons. Donc pour le névus, généralement lenticulaire, on a une petite lésion qui est plane, de petite taille, au niveau donc généralement des extrémités chez l'adulte, et il correspond à un patron réticulaire, c'est le névus jonctionné. Donc comme vous voyez, on a un réseau qui est régulier donc dans la couleur, dans l'homogénéité, dans la distribution des mailles et des entremailles, et on a un assombrissement central qui s'éclaircit vers la périphérie avec un arrêt qui est progressif. Là, ça concerne généralement ce patron réticulaire, on le trouve chez l'adulte, et il est secondaire à l'exposition solaire. Donc chaque fois que vous avez un adulte qui vient pour consulter pour de nouveaux névus au niveau des extrémités, vous tomberez sur ce type de patron. Donc voilà, la même chose, un patron donc réticulaire. On peut avoir la même chose, donc un patron réticulaire, mais en patché, c'est-à-dire vous avez donc le réseau avec un réseau qui est régulier. On a les mailles, les entremailles qui sont réguliers, mais on a des zones qui manquent, donc sans que ça correspond à une donc ce sont des zones sans structure, mais sans lésions en faveur de régression. Donc on ne voit pas de voile, on ne voit pas d'aspect poivré. Donc, les autres patrons dermoscopiques qui correspondent toujours au névus jonctionné, on peut avoir un patron avec un réseau périphérique
une hypopigmentation centrale, mais on a toujours le réseau qui est régulier, qui est typique. À l'inverse, on peut trouver aussi comme caractéristique un réseau périphérique avec une zone homogène d'hyperpigmentation. Ça, c'est concernant les névus qui sont jonctionnels. Concernant les névus qui sont dermiques, on va les trouver surtout au niveau de la tête et du dos chez l'enfant. On va trouver un patron qui est globulaire, avec des globules qui sont donc homogènes. On voit la même couleur, la distribution, la symétrie de la lésion. Et généralement, les globules, ça correspond au TEC, donc au maximum de croissance lentigineuse de ces névus. La même chose, donc un névus dermique, mais là on voit des globules avec au centre l'aspect en pavé. Pour les névus dermiques, toujours on peut trouver un autre patron, c'est le patron homogène, un patron homogène mais brun foncé ou brun clair. Arrivons au névus composé, le patron dermoscopique, on aura les deux. Donc on aura le réseau en périphérie qui est régulier, donc voilà, avec la présence soit de globules ou de points, et au centre parfois en pavé. Donc la composante, la prolifération dermique correspond donc au centre, alors que le réseau on le voit surtout à la périphérie. Même chose, donc vous voyez une lésion avec double composante cliniquement, une composante maculaire à la périphérie et donc infiltrée au centre. Vous voyez donc un patron pavimenteux, donc c'est une variante du patron globulaire avec un réseau périphérique. Toujours dans les névus composés, on peut trouver comme patron dermoscopique ce qu'on appelle le patron bicomposé. On a dans la moitié de la lésion donc l'image en réseau, et dans l'autre moitié l'image en globules, qui sont de disposition régulière et symétrique. Une autre entité, c'est le névus bleu. Il est reconnu généralement par sa couleur, bleu acier. Donc généralement, il est ubiquitaire, mais surtout au niveau du dos des mains et parfois au niveau du visage. On a un patron qui est homogène, bleu. On peut trouver une pigmentation bleue homogène avec donc un assombrissement central et un éclaircissement à la périphérie, sans zone de régression. Une autre variante des névus bleus, c'est le patron avec des stries périphériques en starburst. Donc ça, généralement, lorsqu'on voit ce patron, on pense au névus de Spies, mais on peut le trouver même dans le cas de névus bleu. Mais regardez cette couleur bleu acier avec ces stries périphériques qui sont autour de toute la lésion. Généralement, pour ce patron dermoscopique, si on a des lésions qui sont évolutives, c'est-à-dire après 3 mois, vous voyez que le diamètre, donc qu'on a une augmentation de la taille, ou si on a le moindre changement dermoscopique, ou carrément une difficulté à surveiller le patient, il faut préconiser l'exérèse. Pour les autres cas, on peut surveiller. Donc, arrivons au névus de Spies. Donc, comme vous le savez, ce névus a une définition purement histologique. Il s'agit de cellules épithélioïdes et fusiformes. Et donc, comment le reconnaître cliniquement? Il a un siège qui est ubiquitaire. Lorsqu'il s'agit il est reconnaissable par sa nature lorsqu'on trouve une papule ou un nodule qui est plane et qui est au niveau du visage. Et ce qui fait attirer l'attention, c'est lorsqu'il prend de la dimension. Donc c'est la croissance au cours de la surveillance. C'est les parents qui ramènent le petit en disant que ce névus, cette papule-là, il augmente de taille rapidement. Là, il faut penser à ce névus de Spies. Parfois, on peut trouver même des formes qui sont multiples.
Pour ce qui concerne le patron dermoscopique de ces névus de Spitz, on peut trouver tous les patrons dermoscopiques possibles, à savoir un patron globulaire, un patron vasculaire fait de réseaux rouges inversés, un réseau pigmentaire en négatif, donc un patron réticulaire, un patron qui est multicomposé, mais la dermoscopie spécifique de névus de Spitz, c'est lorsqu'on va trouver le patron étoilé. Donc voilà, en ciel étoilé, en patron étoilé avec l'aspect starburst. Donc là, il correspond cliniquement à une papule qui est noire et dermoscopiquement à un patron étoilé noir. Et là, c'est le névus, c'est ce qu'on appelle le névus de Red. Elle est constamment bénin, donc une surveillance est suffisante, on n'enlève jamais. Chez l'enfant, on arrive. Donc pour le névus de Spitz, on peut avoir, comme on a dit, ce patron étoilé. Parfois, l'aspect est beaucoup moins évident avec un centre qui est hyperpigmenté et les stries en périphérie. Donc voilà, en pratique, qu'est-ce qu'on fait devant cet aspect-là? L'exérèse est systématique après la puberté, et si la lésion est de plus de 1 cm ou s'il est ulcéré, parfois pour les lésions qui sont de petite taille, moins de 3 mm, s'il s'agit d'une lésion achromique, il faut l'enlever, et dès qu'on a le moindre changement clinique ou dermoscopique, il faut faire l'exérèse avec 2 mm de marge. Le diagnostic différencié se fait avec le mélanome spitzoïde. J'ai rapporté ces deux figures pour vous dire que là, il s'agissait d'un névus de Spitz qui est confirmé histologiquement, alors que là, c'est un mélanome spitzoïde. Lorsqu'on a l'aspect qui n'est pas typique du patron en starburst, il faut se méfier, il faut préconiser l'exérèse. Maintenant, il y a un autre patron en dehors des patrons qu'on a vus dermoscopiques lorsqu'il s'agit d'une lésion qui est hypochromique ou non pigmentée. C'est le patron vasculaire des névus dermiques chez les caucasiens ou chez les sujets qui sont âgés. Là, on va voir, on a un patron vasculaire spécifique qui est les vaisseaux en virgule. Vous les voyez ici. On peut voir aussi des pseudokystes qui peuvent se voir même au cours des névus dermiques, ou même des fissurations prêtant à confusion avec une kératose séborrhéique, mais cette vascularisation riche sous forme de vaisseau en virgule nous oriente vers un névus dermique. Arrivons à l'autre entité qui est les névus congénitaux. Là, pour les névus congénitaux, vous allez me dire qu'on n'a pas de problème. Cliniquement, on peut poser le diagnostic. On peut avoir, bien sûr, il s'agit d'un névus qui est composé. À la fois, on a des stigmates d'un névus jonctionnel, c'est-à-dire un réseau, d'accord, et des globules. Donc, il est bicomposé. Mais là, j'attire l'attention que les névus congénitaux, on a 3 entités. On a les petits qui ont moins de 1,5 cm, les moyens entre 1,5 cm et 19,9 cm, et les géants qui ont plus de 20 cm. Et je vous dis que pour faire la part entre les 3 entités, il faut toujours calculer la taille à l'âge adulte, présumé à l'âge adulte, et pour ceci on a des courbes qui ressemblent aux courbes de l'âge et du poids qu'on connaît tous. Donc il faut donc se référer à ces courbes pour savoir est-ce que votre patient a un névus de petite taille ou de moyenne taille, et il ne faut pas donc la calculer sur place au niveau, pour les patients. Donc l'intérêt du dermoscope se fait surtout l'intérêt du dermoscope trouve tout son intérêt lorsqu'on a un patient qui vient avec un névus de petite taille, et à l'anamnèse on ne sait pas est-ce que c'est congénital, et puis il n'a pas encore acquis les caractéristiques d'un névus congénital, notamment l'hypertrichose. Pour ceci, la dermoscopie, on va trouver cette hypopigmentation périfolliculaire qui est caractéristique. On peut trouver aussi l'aspect de points en cible, de globules en cible, parfois vaisseaux en cible en périphérie. Pour le visage, là, on n'a pas, comme a rappelé le professeur Monissi le matin, on n'a pas la jonction dermo-épidermique qui est bien développée avec l'émail et les entremailles. On a plutôt un aplatissement de la jonction dermo-épidermique. Donc, on va voir une pigmentation homogène qui est interrompue par les follicules
pilosébacé, c'est pourquoi on parle de pseudo-réseau, mais vous voyez là, on a donc un pseudo-réseau qui est régulier, on a une homogénéité avec la monochromie, on n'a pas plusieurs couleurs. Nous arrivons, donc on a vu tous les patrons possibles dermoscopiques, bien sûr des névus pigmentés et des névus hypochromiques. Là, et congénitaux, on arrive maintenant à l'évolution de l'histoire naturelle des névus à travers la dermoscopie. Donc pour ceci, on a des modifications qui sont bénignes, physiologiques, qui se font avec l'âge. On n'a pas les mêmes aspects cliniques et dermoscopiques chez l'enfant que chez l'adulte et chez le sujet âgé. Il y a aussi des modifications en fonction du site, en fonction des états physiologiques comme la grossesse, l'exposition solaire. On a aussi des modifications qui restent bénignes, inflammatoires, immunologiques et vasculaires. Et on a un risque, bien qu'il est minime, mais de transformation maligne. Tout d'abord, pour les modifications physiologiques en fonction de la puberté, là vous voyez qu'on a, avant l'adolescence, on a surtout un patron qui est globulaire, avec, là vous voyez, un patron homogène avec des globules qui sont répartis d'une façon symétrique en périphérie. Et ce patron-là, il traduit qu'on est devant un névus en pleine croissance avec un contingent, avec une croissance lentigineuse avec des globules en périphérie. Avec l'âge, ces globules vont on n'aura plus ce patron de globules au niveau de la périphérie, mais un réseau, donc un patron qui est réticulaire. Et puis, par la suite, on pourra avoir un patron globulaire persistant après l'âge de 60 ans. Donc, une étude qui s'est intéressée pour la dermoscopie des névus chez l'enfant a objectivé que pour les deux premiers, donc on a l'aspect, le patron globulaire avec un réseau périphérique. On a le contraire, un patron globulaire central avec un réseau périphérique. Ces deux entités se voient au cours d'un névus congénital. Par contre, j'attire l'attention sur ce patron-là qui peut poser problème. C'est un patron où on a un aspect en réseau central avec des globules en périphérie. Donc c'est un patron qui traduit qu'il s'agit d'un névus qui est acquis et qui est en pleine croissance. Donc c'est naturel de le trouver chez un enfant. Par contre, si on trouve le même aspect chez un patient qui est âgé, là c'est inquiétant, on a une croissance qui n'est pas normale, d'autant plus s'il fonce, s'il ne s'éclaircit pas. Pour les autres patrons, chez l'enfant, remarquez, on peut trouver un patron homogène brun ou bleu acier ou brun clair. Un autre patron bicomposé, on peut le trouver chez l'enfant sans inquiétude. On peut trouver aussi un patron qui est multicomposé, et pour parler d'un patron multicomposé, il faut trouver au moins trois stigmates de lésions mélanocytaires composées, notamment globules, réseau, globules, points. On peut trouver aussi des ondes sans structure ou même des ondes de régression comme le voile, et donc un aspect parfois on voile de voile bleu. Là, c'est un patron dermoscopique qui nécessite une surveillance. Si après 3 à 6 mois, on voit qu'il n'y a aucune modification ni de la taille, ni l'apparition d'autres critères de suspicion de malignité, on fait seulement le monitoring. Si on a la moindre modification, on doit l'enlever. Et bien sûr, le dernier, on a parlé pour l'aspect étoilé qu'on peut trouver, soit au cours de névus de Spitz ou au cours de névus bleu. Et là, c'est la couleur qui va nous orienter, et bien sûr, la présentation clinique. Pour la distribution anatomique, chez l'adolescent, on trouve le névus globulaire surtout au niveau du dos, alors que le névus réticulaire est au niveau des extrémités. Là, une étude faite par l'équipe d'Argenziano et de Zaloduc, donc ils ont trouvé qu'on a un patron réticulaire surtout au niveau du dos chez l'adulte, et non spécifique au niveau de la nuque, le patron globulaire au niveau du cou,
et donc multicomposé au niveau donc, de la partie basse du tronc. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a déjà dit, chez un patient âgé, vous avez un patron homogène au centre avec des globules en périphérie. Donc ça traduit qu'on a une croissance des tecs en périphérie et c'est avéré que c'est un mélanome. Donc là, chez un adulte, il faut l'enlever, chez l'enfant, il faut le surveiller. Donc la même chose, l'étude du comportement dynamique du mélanocyte au cours des névus a ramené les auteurs à voir l'évolution du patron globulaire. Donc un patron globulaire à la puberté, il peut soit donc toujours continuer dans le contingent de patron globulaire et vers l'âge, lorsqu'on avance avec l'âge, il va devenir un patron qui n'est pas spécifique, où il peut acquérir une zone qui est homogène centrale, hyperpigmentée, avec une distribution de globules en périphérie. Et à l'âge adulte, on aura donc un multicomposé avec un patron homogène au centre et un réseau en périphérie. Donc là, chez l'adolescent et l'enfant, à respecter, mais chez le sujet âgé, il faut l'enlever, on insiste. Donc la même chose, une série australienne des auteurs australiens ont essayé de voir l'involution des névus physiologiques, qu'est-ce qui arrive. Donc, comme vous le voyez, on a une augmentation de la taille, mais en même temps un éclaircissement. Donc c'est ça le signe qui est rassurant, avec parfois une involution qui est complète. La même chose, donc une involution complète avec une augmentation de la taille, mais qui s'accompagne aussi d'un éclaircissement. Donc c'est pas méchant. On peut avoir aussi une involution, mais qui est partielle. Une involution aussi partielle, la même chose. Donc ce névus avec un aspect de névus sensible, on avait une involution qui est partielle aussi. Pour l'évolution des névus de Spitz, là on peut avoir donc le patron avec des stries et par la suite le patron donc en starburst. Il faut savoir qu'avec l'âge on perd les régularités, on perd cet aspect de stries et on aura surtout un patron homogène mais qui n'est pas bien limité. On ne voit pas la nette ligne de démarcation. Donc on voit qu'il s'agit donc d'une évolution qui est physiologique avec la perte de stries, mais on ne voit pas qu'on a une asymétrie avec des stries au niveau d'une zone et l'absence au niveau de l'autre zone. Pour récapituler, on a l'involution est certaine, il peut être soit totale ou partielle. On a une évolution dynamique des différents patrons dermoscopiques, mais cette involution, j'attire l'attention qu'il est incertaine, puisqu'une étude a été faite donc avec une biopsie au niveau d'un névus, au niveau du site d'un névus congénital qui a involué totalement. On a trouvé qu'il y a des stigmates histologiques d'un névus congénital quand même. Donc cette involution, elle est cliniquement, elle est dermoscopiquement, mais c'est pas sûr qu'il s'agit d'une involution aussi histologique. Donc toujours on insiste sur ce patron globulaire en périphérie avec une disposition symétrique. Là on pourra avoir l'augmentation de la taille, mais vous voyez dans une étude publiée en 2015, on a la perte des globules en périphérie avec un réseau, l'augmentation de la taille, mais l'éclaircissement c'est un patron qui ne doit pas nous inquiéter. Donc là encore une fois, la taille n'est pas un critère seul. Donc la même chose. Donc on a vu les modifications des névus avec l'âge et avec le site. Là on va voir les modifications donc les autres modifications, c'est-à-dire la puberté avec la grossesse et avec l'exposition solaire. Il faut savoir que ces modifications intéressent l'ensemble des névus. Pour la grossesse, donc ça peut arriver, une patiente se présente pour une modification d'un névus au cours de la grossesse. Il va acquérir un contingent de croissance, c'est-à-dire des globules
avec, si on fait une corrélation histologique, ce sont la disposition des TEC avec la progression lentigineuse. Là, il faut faire une surveillance. Après 6 mois, on refait la dermoscopie si on trouve la disparition de ces globules, donc c'est rassurant. Si on trouve que ce n'est pas modifié ou ça s'est aggravé, il faut faire l'exérèse. Donc on recommande 6 mois après la grossesse un examen dermoscopique. La même chose, on peut avoir des modifications physiologiques qui sont dues à l'exposition solaire avec l'assombrissement. Et là, il faut faire une surveillance à distance. Donc pour les autres modifications bénignes, on va voir maintenant les modifications inflammatoires, comme donc les folliculites sous-néviques. Là, généralement, pas de problème. Il faut mettre le patient sous un traitement antiseptique 10 jours. Si ça persiste, il faut tirer l'alarme et faire une exérèse. Si c'est le contraire, il faut surveiller. On peut avoir aussi l'exématisation, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Meyerson. Là, il faut donc préconiser une exérèse et craindre une dégénérescence. Un autre phénomène physiologique qui peut se voir, c'est le névus ou phénomène de Sutton, avec l'apparition d'allonévus, comme vous le voyez pour cette patiente. Donc là, la dermoscopie nous aide pour analyser le patron du névus qui reste au centre. Je rapporte aussi une étude d'un allonévus qui est inhabituel, qui a été publié récemment dans l'Indian Journal of Dermatology. C'est le névus de Sutton à l'inverse, c'est-à-dire on a le névus avec le phénomène de Sutton qui a commencé au centre de la lésion, avec, vous voyez, cette leucotrichie. Donc on doit garder en tête qu'on a une réaction vitiligineuse, que ce soit au centre ou à la périphérie de la lésion. Généralement, ça peut toucher tous les névus ou un seul névus du corps. Et dans 20% des cas, ça s'accompagne avec un vitiligo. L'exérèse n'est pas justifiée, sauf si le névus central est atypique. Et là, il faut faire une exérèse avec une marge de 2 mm du névus, mais sans toucher à l'halo. Il faut faire attention à ce diagnostic différentiel qui a été publié par l'équipe d'Argenzianos, qui est le pseudo-halonévus. C'est une patiente qui mettait de la crème solaire pour protéger ses névus. Elle avait donc cet aspect de pseudo-halo de névus au niveau de... Donc c'est simple, l'anamnèse va donc éliminer rapidement ce problème. Une autre modification physiologique, c'est l'hémorragie ou thrombose intranévique. Là, le dermoscope, il nous aide. En analysant donc la lésion, on va voir qu'on a un patron globulaire, d'accord, avec un purpura, et le diagnostic différentiel facilement écarté au dermoscope, c'est l'angiome thrombosé. Donc, devant une thrombose ou une hémorragie d'un névus, si on a un traumatisme qui explique ça, il faut faire la surveillance. Si on a un traumatisme qui est minime, là, il faut faire l'exérèse. Donc, arrivons à la transformation. Donc, le risque de transformation est minime. Et pour les névus congénitaux de petite taille, le risque est le même que les névus communs. C'est le selfie skin examination, c'est-à-dire que les patients font une surveillance en utilisant donc la technologie, et devant la moindre modification, ils nous les adressent pour confirmation dermoscopique. Pour augmenter les performances de la prévention primaire, il faut aussi insister sur la prise de photos systématiques de tous les névus. On ne peut pas se rappeler de tout. Donc, il faut savoir que pour cette entité de névus atypique ou de syndrome familial, dès qu'on a une augmentation des lésions, une croissance, il faut les enlever. La même chose, si on a présence de plusieurs lésions pigmentées ou de taille plus de 6 mm asymétrique, il faut se référer à la règle ABCDE. Donc, en conclusion, c'est prétentieux de dire qu'en 2016, on sait tout concernant le névus de la naissance à la naissance, mais donc on récapitule dans ces slides gold que l'évaluation des névus se base en même temps sur l'âge du patient, le patron dermoscopique et le site. Il faut savoir que les névus patrons globulaires sont plus susceptibles d'être congénitalement déterminés, alors que les névus avec un patron réticulaire, ils sont surtout acquis, exogènes, par l'exposition solaire. Il
faut savoir aussi que le névus réticulaire disparaît avec l'âge, alors que le névus dermique est le type de névus le plus persistant. Le pâlissement de tous les névus avec l'âge est un bon indice. Par contre, ceux qui foncent, il faut les enlever. Et l'augmentation de taille pour le patron globulaire périphérique qui va devenir totalement réticulaire est un critère sans danger chez le jeune, mais avec danger chez le sujet âgé. Bien sûr, le contrôle des névus atypiques doit se faire tous les 3 mois. S'ils bougent, il faut donc faire une exérèse. Toute cette discussion est valable surtout pour les névus qui ne sont pas infiltrés. Dès qu'on a une papule qui s'infiltre, qui devient sombre, il faut faire une excision. Et j'insiste sur le fait que la décoloration ou l'involution n'est pas synonyme de la régression, puisque cette involution clinique et dermoscopique ne l'est pas obligatoirement sur le plan histologique. Et je vous remercie.